Il y a l'an 1227, lorsque la mort de Gengis Khan résonna à travers les steppes de Mongolie comme le rugissement d'un dragon agonisant, l'Europe restait totalement inconsciente de la tempête qui se formait à des milliers de kilomètres de là. Les royaumes chrétiens, protégés par leurs murailles de pierre et confiants en leur cavalerie lourde, poursuivaient leurs querelles internes sans imaginer que le plus grand empire de l'histoire venait de perdre son fondateur, mais non sa soif insatiable de conquête. Le grand Khan était mort, mais son héritage n'en était qu'à ses débuts, se déployant déjà de manière qui allait en faire trembler le monde. Dans les cours de Paris, de Londres et du Saint-Empire romain germanique, les nobles discutaient de questions de succession, de conflits territoriaux mineurs et des éternelles tensions avec l'Église. Leurs horizons militaires étaient limités par les concepts traditionnels de guerre qui dominaient l'Europe depuis des siècles. Chevaliers lourdement armés, sièges prolongés de châteaux fortifiés et campagnes qui duraient des saisons entières avec souvent des résultats inconclusifs. L'idée qu'une force militaire puisse traverser des continents entiers en quelques mois, détruisant des armées établies en quelques heures, était totalement inconcevable dans leur compréhension de la réalité militaire. Pendant ce temps, sur les vastes plaines de Mongolie, le Kurultaï se réunissait pour choisir le successeur de Gengis Khan. Le choix se porta sur Ögedei Khan, le troisième fils du conquérant, un homme qui héritait non seulement du titre de Grand Khan, mais aussi de la vision grandiose de son père quant au destin de l'empire mongol. Ögedei comprenait que la mort de Gengis Khan ne devait pas marquer la fin de l'expansion mongole, mais le début d'une nouvelle phase encore plus ambitieuse. L'empire, qui s'étendait de l'océan Pacifique à la mer Caspienne, n'avait pas encore atteint ses limites naturelles, et les richesses et territoires de l'Ouest restaient des tentations irrésistibles. Mais Ögedei Khan était assez sage pour reconnaître qu'il ne possédait pas le génie tactique militaire de son père. Pour réaliser ses ambitions d'expansion vers l'Ouest, il devait s'appuyer sur les généraux les plus capables que Gengis Khan avait formés au cours de ses campagnes. Parmi tous les commandants mongols, un nom se distinguait au-dessus de tous les autres, Subutai, l'homme qui avait fidèlement servi sous Gengis Khan et qui avait démontré à maintes reprises une capacité de pensée stratégique transcendant les limites conventionnelles de la guerre. Subutai n'était pas membre de la famille royale mongole, ni ne possédait le charisme qui caractérisait souvent les Khans. Sa force résidait dans un esprit analytique capable de traiter les informations militaires avec la précision d'une machine à calculer, combiné à une compréhension intuitive de la psychologie humaine lui permettant de prédire les réactions de ses ennemis avec une précision effrayante. Là où d'autres généraux voyaient des batailles isolées, Subutai visualisait des campagnes entières qui se déroulaient comme des pièces sur un échiquier cosmique. Né dans une famille de bergers des steppes mongoles, Subutai s'était joint aux forces de Gengis Khan encore jeune, attiré non par la promesse de butin ou de gloire personnelle, mais par l'opportunité de participer à quelque chose d'historiquement significatif. Son ascension au sein de la hiérarchie militaire mongole avait été fulgurante, fondée non sur des connexions politiques ou une naissance noble, mais uniquement sur des résultats démontrés sur le champ de bataille. Chaque campagne sous son commandement s'était soldée par une victoire. Chaque stratégie qu'il avait proposée s'était révélée supérieure aux alternatives offertes par d'autres généraux. Durant les campagnes de Gengis Khan contre l'empire khwarezmide, Subutai avait démontré sa capacité à conduire des opérations militaires à des échelles défiant la compréhension contemporaine. Il avait coordonné les mouvements de plusieurs armées à travers des territoires immenses, synchronisant des attaques distantes de centaines de kilomètres avec une précision chronométrique. Ses forces avaient traversé des déserts, escaladé des montagnes et franchi des rivières avec une rapidité et une efficacité qui semblaient surnaturelles aux observateurs habitués au rythme lent des campagnes militaires traditionnelles. Plus impressionnante encore était sa capacité d'adaptation à différents types d'ennemis et de terrains. Contre les villes fortifiées du Khwarezmide, il avait improvisé des tactiques de siège intégrant des technologies capturées et des connaissances locales.
Contre les tribus nomades des steppes, il avait utilisé sa propre mobilité supérieure pour les surpasser à leur propre jeu. Contre les armées conventionnelles, il avait développé des tactiques neutralisant leurs avantages traditionnels, tout en maximisant les forces mongoles. Lorsque Ögedei Khan convoqua Subutai pour discuter des plans d'expansion vers l'ouest, la rencontre entre les deux représentait un moment pivot dans l'histoire mondiale. Le Khan possédait la vision et l'autorité nécessaires pour ordonner une campagne de conquête européenne. Mais Subutai détenait les connaissances techniques et l'expérience pratique pour transformer cette vision en réalité. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan qui ne visait pas de simples raids ou expéditions punitives, mais la conquête systématique et permanente de tout le continent européen. Le plan qui émergea de leur discussion était ambitieux au-delà de tout ce qui avait été tenté auparavant dans l'histoire militaire. Il ne s'agissait pas d'une seule invasion massive pouvant être interceptée et vaincue par une coalition de forces européennes, mais d'une série coordonnée de campagnes attaquant simultanément plusieurs cibles, empêchant les Européens de concentrer leur défense sur un point précis. Subutai avait soigneusement étudié les échecs des invasions précédentes et compris que le succès dépendrait non seulement de la supériorité militaire, mais aussi de la supériorité informationnelle et logistique. La décision finale de lancer l'invasion de l'Europe ne fut pas prise par impulsion ou opportunisme, mais comme résultat d'années de planification minutieuse tenant compte de chaque aspect de l'entreprise. Subutai avait insisté qu'aucune force militaire ne soit engagée avant qu'il ne dispose d'informations détaillées sur le terrain, les forces ennemies, les routes d'approvisionnement et les divisions politiques pouvant être exploitées. Cette phase préparatoire consommerait des mois de travail intense, mais garantirait que, lorsque l'invasion commencerait enfin, elle se déroulerait avec une efficacité laissant les défenseurs européens complètement incapables de monter une résistance effective. L'Europe, entre-temps, restait inconsciente du destin qui était planifié pour elle dans les cours lointaines de Mongolie. Ses rois et nobles poursuivaient leurs intrigues familiales, leurs généraux restaient prisonniers de doctrines militaires datant de siècles antérieurs et leur réseau de renseignement était si primitif que les nouvelles importantes mettaient souvent des semaines à voyager entre les royaumes voisins. Ils allaient bientôt affronter une force militaire, opérant selon des principes complètement différents de tout ce qu'ils connaissaient, dirigée par un homme dont la compréhension de la guerre transcendaient leurs expériences les plus folles. La préparation de Subutai pour l'invasion de l'Europe représentait une révolution dans l'art de la guerre des siècles en avance sur son époque. Alors que les généraux européens basaient leur stratégie sur des informations fragmentaires obtenues par des marchands itinérants ou des récits occasionnels de pèlerins, Subutai mit en place un réseau de renseignements militaires rivalisant avec les systèmes d'espionnage des nations modernes. Il comprit que la conquête de l'Europe ne pouvait être réalisée par la force brute seule, mais exigerait une connaissance détaillée de chaque aspect de la géographie, de la politique et des capacités militaires du continent. Pendant 2 années entières, des agents mongols déguisés en marchands, artisans, voire moines pèlerins s'infiltrèrent profondément dans la société européenne. Ces espions n'étaient pas des aventuriers opportunistes, mais des professionnels hautement entraînés, spécifiquement sélectionnés pour leurs compétences linguistiques, leur capacité d'adaptation culturelle et leur habileté à mémoriser et transmettre des informations complexes avec une précision absolue. Chaque agent recevait des instructions précises sur les types d'informations à collecter, ainsi que des méthodes sûres pour transmettre ces données au centre de commandement mongol. L'étendue des informations collectées était étonnamment vaste. Les espions cartographiaient non seulement les routes principales et les villes importantes, mais aussi les sentiers secondaires pouvant servir à des mouvements de flanc, la localisation des greniers pouvant nourrir des armées en marche, la profondeur et la navigabilité des rivières pouvant constituer des obstacles ou des voies d'avancement, et même les modèles saisonniers de climat pouvant affecter le timing des opérations militaires.
Aucun détail n'était jugé trop petit ou insignifiant pour être enregistré et analysé. Plus crucial encore était le renseignement politique recueilli sur les divisions et alliances entre les divers royaumes européens. Les agents mongols identifiaient quels nobles avaient des conflits territoriaux avec leurs voisins, quels rois faisaient face à des rébellions internes ou à des défis à leur autorité, et quelles alliances étaient véritablement solides contre celles qui n'existaient qu'en théorie, mais pouvaient se désintégrer sous pression. Ces informations permettraient à Subutai d'exploiter les divisions européennes et d'empêcher la formation d'une coalition efficace contre les forces mongoles. Les rapports militaires obtenus par les espions révélaient tant les forces que les faiblesses des armées européennes, avec des détails que leurs propres commandants ignoraient probablement. Les Mongols apprirent la dépendance européenne envers la cavalerie lourde, leurs tactiques de charge frontale, leurs formations défensives préférées et même les types spécifiques d'armure et d'armes utilisées par différentes unités. Plus important encore, ils identifièrent les limitations logistiques qui restreignaient la mobilité des armées européennes et les rendaient vulnérables aux tactiques de mouvement rapide. Fort de ces informations, Subutai commença à élaborer un plan d'invasion à la fois élégamment simple dans son concept et brutalement complexe dans son exécution. Plutôt que de lancer une seule force massive pouvant être interceptée et vaincue par une coalition européenne, il diviserait ses forces en plusieurs armées plus petites, attaquant simultanément différentes cibles. Cette stratégie empêcherait les Européens de concentrer leur défense, les forçant à diviser leurs propres forces, créant ainsi des opportunités pour que les Mongols les battent séparément. La première cible serait les principautés russes, qui avaient refusé d'accepter la suzeraineté mongole et représentaient à la fois une menace stratégique et une opportunité de démontrer la brutalité mongole au reste de l'Europe. La conquête de la Russie servirait plusieurs objectifs: éliminer une base potentielle de résistance future, fournir des ressources et des recrues pour renforcer les forces mongoles, et créer une réputation de terreur précédant les armées mongoles à mesure qu'elles avanceraient vers l'ouest. Subutai planifia la campagne russe avec la méticulosité d'un maître d'échecs, anticipant plusieurs coups à l'avance. Il identifia les cités-États russes les plus puissantes et développa une séquence d'attaques les isolant les unes des autres, empêchant toute alliance défensive efficace. Novgorod, Kiev, Moscou, chacune serait abordée avec des tactiques spécifiques destinées à maximiser à la fois l'impact militaire et l'effet psychologique de sa capture. La vitesse serait cruciale pour le succès du plan. Les armées mongoles se déplaceraient avec une rapidité laissant les défenseurs russes incapables de coordonner une réponse efficace. Alors qu'un principauté était encore en train de traiter la nouvelle d'une attaque mongole contre un voisin lointain, elle serait déjà assiégée. Cette rapidité opérationnelle n'était pas seulement due à des chevaux supérieurs, mais à un système logistique révolutionnaire permettant aux Mongols de soutenir des opérations à haute intensité pendant de longues périodes, sans les longues pauses de réapprovisionnement caractéristiques des campagnes européennes. L'élément de terreur serait tout aussi important que l'avantage tactique. Subutai avait appris à travers des campagnes antérieures que la réputation de brutalité pouvait être une arme aussi efficace que les lances et les épées. Les villes qui résisteraient seraient non seulement prises, mais complètement détruites, leur population massacrée de manière si horrible que les communautés voisines préféreraient se rendre sans combattre plutôt que d'affronter un sort similaire. Cette tactique de terreur n'était pas du simple sadisme, mais une stratégie calculée pour réduire la résistance future et minimiser les pertes mongoles. La phase russe de l'invasion servirait également de test opérationnel pour les tactiques et la logistique utilisées lors de la conquête ultérieure de l'Europe occidentale. Tous les problèmes ou inefficacités identifiés durant la campagne russe pourraient être corrigés avant les batailles cruciales à venir.
Les commandants mongols utiliseraient cette expérience pour affiner leurs techniques et garantir que lorsqu'ils affronteraient les armées principales de Pologne, de Hongrie et du Saint-Empire romain germanique, ils opéreraient avec une efficacité maximale. Subutai anticipait également que le succès de l'invasion russe attirerait l'attention des puissances européennes occidentales et pourrait les pousser à former des coalitions défensives. Son plan incluait des mesures de contingence pour ce développement, y compris des stratégies pour vaincre les forces coalisées et exploiter les divisions inévitables au sein de telles alliances. Il avait étudié l'histoire européenne suffisamment pour savoir que les alliances continentales étaient souvent fragiles et pouvaient être brisées par la pression exercée aux bons endroits. Le plan final qui émergea était un chef-d'œuvre de pensée stratégique, tenant compte non seulement des besoins militaires immédiats, mais aussi des implications politiques et économiques à long terme de la conquête mongole de l'Europe. Subutai ne planifiait pas simplement une série de raids réussis, mais une transformation fondamentale de l'équilibre des pouvoirs mondiaux, établissant la domination mongole sur la civilisation occidentale pendant des générations futures. Le fait qu'il ait presque réalisé cette vision grandiose démontre à quel point ses capacités militaires étaient en avance sur son époque. L'hiver de 1237, lorsque les premières unités de cavalerie mongole traversèrent le fleuve Volga vers le territoire russe, elles emportaient non seulement des armes et des provisions, mais aussi un concept entièrement nouveau de guerre qui transformerait à jamais la compréhension européenne de ce qui était possible en termes de rapidité, de brutalité et d'efficacité militaire. L'invasion commença non par des fanfares ou des déclarations grandioses, mais par une série d'attaques soudaines et coordonnées, laissant les principautés russes complètement prises au dépourvu face à la tempête qui s'abattait sur elles. Ryazan fut la première ville à subir la fureur totale des méthodes de guerre mongoles. Les défenseurs russes, habitués aux sièges qui duraient des mois voire des années, découvrirent que les Mongols possédaient des machines de siège et des tactiques capables de briser des fortifications ayant résisté à des attaques pendant des générations. Les catapultes et balistes mongols, opérés par des ingénieurs chinois expérimentés intégrés à l'armée impériale, lançaient non seulement des pierres, mais aussi des pots d'huile enflammée et même des cadavres de victimes de maladies pour répandre terreur et pestilence parmi les défenseurs. Encore plus choquante était la rapidité avec laquelle les Mongols exécutaient leurs opérations. Là où les armées russes s'attendaient à des semaines de préparation et de positionnement soigneux, les Mongols attaquaient dans les heures suivant leur arrivée. Leurs unités de cavalerie légère établissaient un périmètre autour de la ville cible, coupant toutes les routes de fuite et de communication, tandis que leur force principale se positionnait pour l'assaut. Il n'y avait aucun temps pour envoyer des messagers demandant de l'aide, aucune possibilité de négocier des conditions de reddition, aucun échappatoire pour ceux qui avaient choisi de résister. La chute de Ryazan établit le modèle de tout ce qui suivit. Lorsque la ville tomba enfin après un siège de seulement 5 jours, les Mongols ne se contentèrent pas d'une simple occupation. Ils massacrèrent systématiquement toute la population, incendièrent tous les bâtiments jusqu'aux fondations et détruisirent même ces dernières pour s'assurer que la ville ne pourrait jamais être reconstruite. Cette destruction totale n'était pas le résultat d'une rage incontrôlée, mais une politique calculée destinée à envoyer un message sans équivoque aux autres villes envisageant de résister. La nouvelle du sort de Ryazan se répandit à travers les principautés russes plus rapidement que les armées mongoles elles-mêmes. Mais au lieu d'unir les Russes dans un front commun, elle eut l'effet inverse. Chaque principauté commença à se préoccuper principalement de sa propre survie, prenant des décisions défensives, tactiques, qui jouaient directement dans les mains de Subutai. Au lieu de former une armée unifiée pouvant représenter une menace sérieuse, les Russes se fragmentèrent en forces plus petites, facilement vaincues individuellement. Moscou tomba après un siège de 4 jours, ses défenseurs brisés non seulement par la supériorité technique mongole, mais par la certitude psychologique que la résistance signifiait l'anéantissement total.
Les tactiques mongoles avaient évolué pour inclure une guerre psychologique sophistiquée, sapant le moral de l'ennemi bien avant le début du combat physique. Des rapports détaillés sur le sort des villes ayant résisté circulaient délibérément parmi les populations civiles, créant une panique, conduisant souvent à des redditions avant tout combat. La marche mongole vers Kiev représentait l'apogée de leur efficacité opérationnelle durant la campagne russe. Progressant à travers le territoire russe en plein hiver, condition qui aurait dû être impossible pour des opérations militaires à grande échelle, les armées de Subutai maintenaient une vitesse d'avancement, laissant les défenseurs russes constamment déséquilibrés, incapables d'établir des lignes défensives stables. La cavalerie mongole, élevée dans les steppes glacées de Mongolie, était parfaitement adaptée au combat dans des conditions climatiques paralysant d'autres armées. Kiev, la ville la plus puissante et importante de la Russie médiévale, représentait le test final de la stratégie mongole en Europe orientale. Sa chute ne serait pas seulement une victoire militaire, mais un symbole de la transformation complète de l'équilibre des pouvoirs régionaux. Les Mongols abordèrent le siège de Kiev avec une méthodologie démontrant des années d'expérience, affinant leur technique contre les fortifications urbaines. Ils établirent plusieurs lignes de siège, bloquèrent toute tentative de secours extérieur et exercèrent une pression constante, érodant progressivement la capacité de résistance des défenseurs. Le siège de Kiev dura plus longtemps que les campagnes précédentes, non parce que les Mongols rencontraient des difficultés techniques, mais parce que Subutai voulait utiliser la ville comme une démonstration finale de la puissance mongole, destinée à être vue par des observateurs de toute l'Europe. Il permit délibérément à des messagers et réfugiés de s'échapper pour diffuser des récits sur l'efficacité impitoyable des machines de siège mongoles et la discipline surnaturelle de leurs troupes, qui maintenait une formation parfaite même sous des conditions de combat intenses. Lorsque Kiev tomba finalement en décembre 1240, sa destruction fut si complète que des voyageurs passant par l'endroit des années plus tard rapportèrent n'y voir que quelques centaines de maisons là où se trouvait auparavant l'une des plus grandes villes d'Europe. La population, estimée à environ 50 000 habitants avant le siège, fut réduite à quelques centaines de survivants délibérément épargnés pour servir de témoins du pouvoir mongol. Cette destruction systématique n'était pas du vandalisme, mais une forme de communication stratégique destinée à un public européen plus large. La conclusion de la campagne russe avait fondamentalement transformé la situation stratégique en Europe orientale. En moins de 4 ans, une région abritant plusieurs principautés indépendantes, avec des armées combinées de dizaines de milliers de soldats, avait été réduite à un territoire occupé, où toute résistance organisée avait été complètement éliminée. Les Mongols contrôlaient désormais non seulement le territoire russe, mais aussi ses routes commerciales, ressources agricoles et populations survivantes pouvant être intégrées à l'effort de guerre mongol. Stratégiquement plus important, la conquête de la Russie avait fourni à Subutai une base opérationnelle sécurisée pour lancer la phase suivante de son invasion européenne. Il disposait désormais de bases d'approvisionnement établies, de lignes de communication sûres avec la Mongolie et d'un renseignement détaillé sur les capacités et intentions des puissances d'Europe centrale, ses prochaines cibles. La machine de guerre mongole avait été testée et affinée par l'expérience russe et était prête à affronter des ennemis encore plus puissants. Les nouvelles de l'anéantissement russe étaient parvenues au cours de Pologne, de Hongrie et du Saint-Empire romain germanique. Mais la réponse européenne fut marquée plus par l'incrédulité que par une préparation adéquate. Les récits de réfugiés sur des armées se déplaçant à la vitesse du vent et détruisant des villes entières en quelques jours étaient si éloignés de l'expérience militaire européenne que de nombreux dirigeants les rejetèrent comme des exagérations hystériques. Cette incapacité à accepter la réalité de la menace mongole garantissait que, lorsque Subutai tournerait enfin son attention vers l'ouest, il affronterait des ennemis mentalement et militairement impréparés au type de guerre qu'il s'apprêtait à leur imposer.
Avec l'Europe orientale complètement soumise et servant de base sécurisée pour les opérations futures, Subutai tourna son attention vers le défi bien plus complexe de conquérir l'Europe centrale. Ces réseaux d'espionnage, désormais perfectionnés après des années d'opérations en territoire européen, avaient fourni un renseignement crucial sur les préparatifs militaires en cours en Pologne et en Hongrie. Les deux royaumes les plus puissants de la région avaient enfin pris conscience de l'ampleur de la menace mongole et tentèrent de former une alliance capable, pour la première fois, de présenter une force unifiée résistant à la machine de guerre mongole. La découverte que le roi Henri II de Pologne et le roi Béla IV de Hongrie négociaient une coalition militaire représentait à la fois une opportunité et une menace pour les plans de Subutai. D'un côté, une force européenne unifiée serait nettement plus dangereuse que les armées fragmentées qu'il avait affrontées en Russie. De l'autre, s'il pouvait empêcher cette union et vaincre les deux armées séparément, il éliminerait d'un seul coup la majeure partie de la résistance militaire organisée en Europe centrale, ouvrant la voie à une marche relativement sans opposition vers les centres de pouvoir de l'Europe occidentale. La solution que Subutai développa pour ce dilemme stratégique démontra le génie militaire qui en avait fait le commandant le plus redouté de son époque. Plutôt que de concentrer toutes ses forces pour une seule attaque massive, il prit la décision extraordinairement risquée de diviser son armée en deux forces principales, chacune suffisamment forte pour affronter l'une des armées européennes, mais pas assez pour garantir la victoire si les Européens réussissaient à s'unir. C'était une stratégie exigeant un timing parfait, une coordination impeccable et une confiance absolue dans la supériorité tactique mongole face aux forces européennes conventionnelles. La division de l'armée mongole fut exécutée avec la précision mathématique caractérisant toutes les opérations de Subutai. Il garda avec lui la force principale, composée d'environ 40 000 cavaliers expérimentés, qui marcheraient vers la Hongrie pour affronter l'armée du roi Béla IV. Cette force incluait les unités d'élite mongoles, les ingénieurs de siège chinois et les machines de guerre les plus sophistiquées, garantissant qu'ils disposaient de la capacité de combat maximale pour affronter celui qu'ils considéraient comme l'adversaire le plus dangereux. La seconde force, commandée par Baïdar et Kadan, cousins d'Ögedei Khan, comptait environ 20 000 cavaliers marchant vers le nord en direction de la Pologne. Bien que plus petite, cette force fut soigneusement sélectionnée pour inclure les unités les plus rapides et mobiles, capables d'exécuter les tactiques de mouvement rapide et d'attaque surprise nécessaires pour vaincre l'armée polonaise avant qu'elle ne puisse se joindre aux forces hongroises. Le choix des commandants était également stratégique, car Baïdar et Kadan avaient tous deux servi sous Subutai dans des campagnes antérieures et comprenaient parfaitement ses méthodes opérationnelles. Le timing de la division fut calculé pour garantir que les deux attaques se produisent simultanément, empêchant tout transfert de force entre les deux armées européennes. Subutai avait étudié les capacités de communication européennes et savait qu'il faudrait au moins une semaine pour que la nouvelle d'une bataille parvienne à l'autre. Si les deux attaques étaient lancées dans une fenêtre de quelques jours, les commandants européens seraient contraints de combattre isolément, sans connaître ce qui se passait chez leurs alliés. La marche des deux forces mongoles vers leurs cibles respectives fut un chef-d'œuvre de coordination logistique. Malgré des itinéraires complètement différents à travers des terrains variés, les deux forces maintinrent une communication constante via un système de messagers monté capable de couvrir de vastes distances en quelques heures. Ce système permit à Subutai de surveiller en permanence la progression de la force nord tout en conduisant ses propres opérations, garantissant que tout ajustement nécessaire pouvait être mis en œuvre en temps réel. La force nord, marchant vers la Pologne, employa des tactiques de tromperie sophistiquées pour masquer sa taille réelle et ses intentions. Elle se déplaçait principalement de nuit, utilisait plusieurs routes pour semer la confusion et se divisait parfois en groupes plus petits, se regroupant en points prédéterminés. Ces tactiques garantirent que lorsqu'elle apparut enfin pour la bataille finale,
Sa présence fut totalement inattendue pour les défenseurs polonais, qui avaient reçu des rapports contradictoires sur la taille et la localisation des forces mongoles. Pendant ce temps, Subutai conduisait sa force principale sur un chemin plus direct vers la Hongrie, mais employait ses propres tactiques de tromperie pour maintenir les Hongrois dans l'incertitude sur ses véritables intentions. Il détachait occasionnellement de petites forces apparaissant à des endroits inattendus, créant l'impression que l'armée mongole principale était bien plus grande qu'en réalité et pouvait attaquer simultanément de plusieurs directions. Cette guerre psychologique déséquilibrait les défenseurs hongrois et les empêchait d'élaborer une stratégie défensive cohérente. La communication entre les deux forces mongoles durant cette phase de la campagne démontra un niveau de sophistication organisationnelle des siècles en avance sur les capacités militaires européennes contemporaines. Subutai avait établi un réseau de postes de relais équipés de messagers spécialisés, garantissant que les informations cruciales arrivent à destination en quelques heures, non en jours. Ce système permit un niveau de coordination tactique entre des forces séparées simplement impossible à atteindre pour les armées européennes de l'époque. Le renseignement continuant d'affluer des deux théâtres de combat confirma que la stratégie de division fonctionnait exactement comme Subutai l'avait anticipé. Les Polonais et les Hongrois restaient concentrés sur leur défense locale et ne semblaient pas avoir réalisé qu'ils affrontaient des éléments d'une seule campagne coordonnée. Cette absence de conscience situationnelle garantissait que, lorsque les batailles éclateraient, chaque armée européenne combattrait en croyant affronter toute la force mongole, alors qu'en réalité, elle n'en affrontait qu'une partie. La décision de Subutai de diviser ses forces marqua un moment déterminant, influençant non seulement le résultat des batailles imminentes, mais le destin de toute l'Europe centrale. C'était une stratégie exigeant non seulement du courage et de la confiance en ses capacités tactiques, mais une compréhension profonde de la psychologie militaire européenne et des limites inhérentes au système féodal de guerre. Le fait qu'il ait osé miser le succès de toute la campagne européenne sur cette stratégie à haut risque démontre à la fois sa confiance absolue dans la supériorité mongole et sa compréhension que des opportunités de vaincre des forces européennes unifiées pourraient ne plus jamais se présenter. Le matin du 9 avril 1241, lorsque les brumes matinales se levèrent des champs autour de Legnica, elles révélèrent l'une des scènes les plus significatives de l'histoire militaire européenne. Deux concepts entièrement différents de guerre allaient entrer en collision de manière démontrant définitivement l'obsolescence des tactiques militaires traditionnelles de l'Europe médiévale. Du côté occidental, l'armée d'Henri II de Pologne représentait l'apogée de la tradition militaire européenne, avec sa cavalerie lourde de chevaliers entièrement blindés, ses formations d'infanterie disciplinées et ses tactiques éprouvées par des siècles de conflits. Du côté oriental, les forces mongoles de Baïdar et Khadan représentaient une révolution dans l'art de la guerre, ayant conquis plus de territoire en 2 décennies que l'Empire romain en 2 siècles. L'armée européenne positionnée sur les champs de Legnica était impressionnante, selon les critères de l'époque. Henri avait réussi à rassembler non seulement ses propres forces polonaises, mais aussi des contingents importants de chevaliers allemands, dont des membres de l'ordre teutonique, guerriers dont la réputation au combat avait été forgée durant des décennies de campagne aux frontières orientales de la chrétienté. La force combinée totalisait environ 25 000 hommes, dont environ 5 000 cavaliers lourdement armés, l'élite militaire de l'Europe centrale. Les chevaliers européens marchant vers Legnica portaient non seulement des armes et des armures, mais aussi la confiance accumulée par des générations de victoires sur des ennemis combattant selon les mêmes règles fondamentales de combat médiéval. Leurs lances avaient brisé les rangs d'innombrables ennemis, leurs épées avaient tranché des armures considérées invulnérables et leurs charges de cavalerie avaient décidé des batailles perdues. Ils ne pouvaient concevoir qu'une forme de guerre existe capable de neutraliser complètement les avantages qui avaient dominé les champs de bataille européens pendant des siècles.
Les forces mongoles, émergeant des plaines orientales, avaient une apparence qui suscita d'abord plus de curiosité que de peur chez les observateurs européens. Leurs chevaux étaient plus petits que les destriers européens, leurs armures plus légères et moins impressionnantes visuellement, et leurs armes semblaient simples comparées aux épées richement décorées et aux lances massives des chevaliers. Cette apparence trompeuse avait été un avantage constant pour les Mongols, leurs ennemis sous-estimant souvent leurs capacités jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour ajuster leur tactique. La bataille commença exactement comme Henri l'avait prévu, par une charge massive de cavalerie lourde destinée à briser les lignes mongoles par pur impact physique. Les chevaliers polonais et allemands avancèrent en formation parfaite, leurs lances pointées, leurs chevaux gagnant en vitesse, leurs voix s'élevant en cris de guerre, résonnant sur les champs de bataille depuis des générations. C'était un spectacle magnifique, incarnant tout ce que l'Europe médiévale considérait de noble et d'efficace dans l'art de la guerre. Les Mongols répondirent avec une tactique qui avait confondu et vaincu des ennemis depuis les steppes d'Asie centrale jusqu'aux murailles de Bagdad, la fausse retraite. Alors que la cavalerie européenne approchait, les lignes mongoles en première ligne semblèrent paniquées et commencèrent une fuite désordonnée vers l'est. Pour les chevaliers européens, habitués à des ennemis combattant jusqu'à la mort par honneur, cette retraite apparente confirmait leur attente que les Mongols n'étaient que des barbares lâches, fuyant face à la vraie bravoure européenne. La poursuite qui s'ensuivit fut exactement ce que les commandants mongols avaient anticipé. Encouragés par ce qu'ils percevaient comme une victoire facile, les chevaliers européens abandonnèrent leur formation soigneusement maintenue et se lancèrent dans une poursuite désordonnée des Mongols en fuite. Cette rupture de la discipline tactique était précisément ce dont les Mongols avaient besoin pour mettre en œuvre la deuxième phase de leur plan. Alors que les chevaliers européens s'étiraient en une ligne irrégulière, leurs montures commençant à s'épuiser sous le poids de leurs armures et la vitesse de la poursuite, ils se plaçaient involontairement dans la position exacte que les Mongols leur avaient préparée. L'embuscade fut exécutée avec la précision chronométrique caractérisant toutes les opérations mongoles. Des forces de cavalerie cachées dans les forêts environnantes surgirent simultanément de plusieurs directions, coupant la ligne de retraite européenne et divisant la force poursuivante en segments isolés, facilement vaincus. Les chevaliers européens découvrirent soudainement que leur avantage numérique était neutralisé par une manœuvre, les ayant dispersés et isolés au moment précis où ils avaient le plus besoin de cohésion tactique. Plus dévastateur encore fut l'usage par les Mongols d'archers montés capables de tirer avec une précision mortelle tout en restant à distance des chevaliers européens. Les armures qui avaient protégé les chevaliers contre les lances et les épées se révélèrent inadéquates face aux flèches mongoles, tirées par des arcs composés à pénétration bien supérieure à tout ce que les Européens avaient affronté auparavant. Des chevaliers qui se croyaient invulnérables découvrirent qu'ils pouvaient être tués à des distances, rendant leurs propres armes totalement inutiles. La bataille se transforma rapidement d'une charge de cavalerie glorieuse en un massacre unilatéral. Les Mongols utilisaient leur supériorité en mobilité pour maintenir leur distance tout en soumettant les chevaliers européens à des pluies constantes de flèches. Quand des groupes tentaient de se regrouper pour des charges coordonnées, des forces mongoles plus petites les attaquaient par des flancs inattendus, brisant toute tentative de rétablir l'ordre tactique. La discipline rigoureuse, fierté des armées européennes, s'effondra complètement sous la pression de tactiques auxquelles ils n'avaient aucune réponse. La fin arriva avec une rapidité qui choqua même les observateurs expérimentés. Moins de 3 heures après le début de la bataille, l'orgueilleuse armée européenne était réduite à des groupes fragmentés de survivants tentant de fuir un terrain parfaitement connu des Mongols. Henri II fut tué lors d'une tentative désespérée de regrouper ses chevaliers pour une dernière charge, et avec sa mort, toute résistance organisée s'effondra. Le décompte des morts révéla l'ampleur complète de la catastrophe européenne. Sur les 25 000 hommes ayant confiantement marché vers l'Enica, moins de 2 000 réussirent à fuir vers un territoire sûr,
Parmi les morts figuraient pratiquement tous les chevaliers d'élite de Pologne et une partie significative de la noblesse allemande ayant rejoint la campagne. L'ampleur de la défaite fut si grande qu'il faudrait des générations pour que la Pologne récupère sa capacité militaire. Les Mongols appliquèrent leur pratique traditionnelle de couper une oreille par corps ennemi pour compter précisément les morts. 9 grands sacs furent remplis d'oreilles tranchées, une démonstration macabre de l'efficacité avec laquelle ils avaient éliminé la résistance militaire dans la région. Cette pratique, barbare selon les normes européennes, servait à fournir des rapports précis aux commandants supérieurs sur l'étendue de leur victoire. La nouvelle de la destruction totale de l'armée polonaise se répandit à travers l'Europe avec une vitesse rivalisant avec celle des Mongols eux-mêmes. Des réfugiés et survivants rapportèrent des tactiques de guerre semblant impossibles aux esprits européens. Des armées se déplaçant plus vite que des messagers à cheval, des archers tuant des chevaliers blindés à des distances impossibles, des commandants coordonnant des mouvements complexes sans communication visible. Ces récits étaient si éloignés de l'expérience militaire européenne que beaucoup les rejetèrent comme des exagérations hystériques. Une erreur qui allait se révéler désastreuse. Pendant que les échos de la catastrophe de Legnica résonnaient encore dans les corridors du pouvoir européen, Subutai mettait en œuvre la deuxième moitié de son plan magistral avec une précision démontrant que la destruction de l'armée polonaise n'avait pas été un coup de chance, mais la première démonstration d'une supériorité militaire systématique sur le point d'être appliquée de façon encore plus dévastatrice. La force principale mongole s'était positionnée pour affronter l'armée hongroise de Béla IV dans des circonstances que Subutai avait méticuleusement orchestrées pour maximiser l'avantage mongol tout en privant les Hongrois de toute possibilité d'utiliser efficacement leurs forces. Le roi Béla IV avait rassemblé ce que beaucoup considéraient comme l'armée la plus puissante d'Europe centrale, une force d'environ 60 000 hommes, incluant non seulement l'élite de la cavalerie hongroise, mais aussi des contingents importants de Croates, de Templiers et d'autres alliés, ayant répondu à son appel pour défendre la chrétienté contre la menace païenne de l'Est. C'était une force impressionnante qui, en théorie, aurait dû être capable d'affronter toute autre armée contemporaine à armes égales. Mais Subutai n'était pas arrivé si loin, en permettant à ses ennemis de combattre à armes égales. Le terrain autour de Mohi avait été soigneusement sélectionné par Subutai après des mois de reconnaissance détaillée par ses agents. La zone offrait plusieurs avantages tactiques pour une force privilégiant la mobilité à la force brute. Plusieurs routes d'approche permettant des attaques coordonnées, un terrain favorisant la cavalerie légère sur la cavalerie lourde, et surtout, un seul pont principal sur la rivière Sajo, pouvant servir de goulot d'étranglement, où l'armée hongroise pourrait être prise dans une position tactique impossible. L'approche initiale mongole fut un chef-d'œuvre de tromperie et de manœuvres nocturnes. Subutai divisa ses forces en 3 groupes principaux. Une force de diversion attaquant l'avant du camp hongrois pour fixer leur attention. Une force principale traversant la rivière à un point non gardé en amont. Et une force de réserve restant cachée jusqu'au moment décisif. Cette coordination de forces multiples opérant vers des objectifs différents mais complémentaires exigeait un niveau de planification et d'exécution bien au-delà des capacités organisationnelles des armées européennes. L'attaque commença dans les heures précédant l'aube du 11 avril 1241, seulement 2 jours après Legnica, par une volée de flèches enflammées incendiant des parties du camp hongrois et créant un chaos immédiat parmi les défenseurs. Réveillés brusquement, les Hongrois découvrirent qu'ils subissaient une attaque multidirectionnelle dont l'échelle et la coordination les laissèrent d'abord incertains sur où concentrer leur défense. Cette confusion initiale était exactement ce que Subutai avait prévu, donnant à ses forces un temps précieux pour se positionner avant que les Hongrois ne puissent organiser une réponse efficace. Béla IV, démontrant le courage personnel qui avait rendu sa dynastie célèbre, tenta d'organiser une défense coordonnée, mais découvrit que les Mongols avaient anticipé et contré chaque mouvement.
Quand ils déplaçaient des forces pour défendre le pont principal, les Mongols attaquaient d'une autre direction. Quand ils tentaient de former des lignes de bataille conventionnelles, la cavalerie mongole les attaquait par des flancs apparemment impossibles à défendre. C'était comme combattre un ennemi capable de prévoir chaque mouvement avant qu'il ne soit fait. La traversée de la rivière par la force principale mongole fut exécutée avec une efficacité laissant les défenseurs hongrois complètement pris au dépourvu. Utilisant des bateaux portatifs transportés en sections et assemblés rapidement, ainsi que des cavaliers forçant leurs chevaux à nager à travers le courant, les Mongols établirent une tête de pont substantielle sur la rive hongroise avant que les défenseurs ne réalisent qu'une attaque de flanc était en cours. Une telle opération de franchissement sous feu ennemi exigeait un niveau de discipline et d'entraînement que les Hongrois jugeaient impossible. Le moment décisif arriva lorsque Subutai mit en œuvre sa tactique la plus célèbre, la fausse retraite à grande échelle. Après avoir infligé des dommages substantiels à l'armée hongroise par des attaques coordonnées, toutes les forces mongoles semblèrent simultanément paniquer et entamer une fuite désordonnée vers l'est. Pour Béla et ses commandants, qui avaient entendu parler de la destruction polonaise, mais n'en croyaient pas pleinement l'exactitude, cette retraite semblait confirmer que les Mongols pouvaient être vaincus avec assez de courage et de détermination. La décision de Béla d'ordonner une poursuite générale était compréhensible selon les normes militaires de l'époque, mais jouait directement dans les mains de Subutai. L'armée hongroise, gardant une certaine discipline initiale, avança en poursuivant les Mongols en fuite à travers un terrain devenant progressivement moins favorable à la cavalerie lourde. En avançant, leur formation s'allongeait, leur communication devenait difficile, créant exactement les conditions dont les Mongols avaient besoin pour la phase finale de leur plan. Le terrain vers lequel les Hongrois furent attirés avait été sélectionné non seulement pour ses caractéristiques physiques, mais pour ses implications psychologiques. C'était une zone marécageuse où les chevaux lourdement chargés perdaient rapidement leur mobilité, où les formations ordonnées se désagrégeaient en groupes isolés et où la visibilité limitée empêchait les commandants hongrois de garder une conscience situationnelle. C'était, en essence, un piège parfait pour une force militaire dépendant de charges coordonnées de cavalerie lourde. Le retournement mongol fut si soudain et dévastateur que de nombreux Hongrois ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait. Les forces en fuite se regroupèrent soudainement en formation de combat parfaite et attaquèrent simultanément de plusieurs directions. Des archers, qui semblaient fuir en désordre, surgirent de positions préparées et commencèrent à déverser un volume de flèches, créant une zone mortelle d'où peu purent s'échapper. C'était une transformation si rapide et complète qu'elle semblait surnaturelle aux observateurs, ne comprenant pas les principes tactiques derrière elle. Le massacre qui suivit fut encore plus complet qu'à Legnica. Les Hongrois, pris dans un terrain défavorable et attaqués de plusieurs directions, ne purent former de défenses efficaces ni effectuer une retraite ordonnée. Leurs cavaliers, autrefois fiers de la cavalerie européenne, découvrirent que leurs armures lourdes étaient plus des entraves que des protections dans les marais, et que leurs armes ne pouvaient atteindre des ennemis, les tuant à distance par flèche. Le massacre continua pendant des heures, les Mongols éliminant systématiquement chaque groupe isolé de résistance jusqu'à ce qu'aucune force hongroise organisée ne subsiste. Béla IV réussit à s'échapper avec un petit groupe de fidèles, mais son armée avait été complètement anéantie. Sur les 60 000 hommes ayant confiantement marché vers les Mongols, moins de 1000 réussirent à revenir raconter leur défaite. La plus grande force militaire d'Europe centrale avait été éliminée en une seule bataille, durant moins d'une journée, démontrant une efficacité au combat semblant impossible selon les normes de la guerre médiévale. La victoire à Mohi n'était pas seulement une conquête militaire, mais une démonstration de supériorité systémique prouvant que les méthodes mongoles de guerre étaient non seulement différentes, mais fondamentalement supérieures aux traditions militaires européennes. En 2 jours, 2 des plus grandes armées d'Europe avaient été détruites par des armées plus petites, utilisant des tactiques que les Européens n'avaient même pas envisagées possibles.
La voie vers la conquête complète de l'Europe était désormais entièrement ouverte. La nouvelle des victoires simultanées à Legnica et Mohi parvint aux cours européennes non comme des rapports militaires conventionnels, mais comme des récits de catastrophes semblant transcender les possibilités normales de la guerre humaine. Des messagers, ayant assisté aux batailles, rapportèrent des tactiques semblant de la magie noire aux esprits européens, des armées se déplaçant plus vite que physiquement possible, des commandants coordonnant des forces séparées à travers de vastes distances sans communication visible, des guerriers semblant capables d'être en plusieurs endroits simultanément. Ces récits étaient si éloignés de l'expérience militaire européenne que beaucoup de dirigeants les rejetèrent d'abord comme des exagérations hystériques de survivants traumatisés. Mais à mesure que davantage de réfugiés arrivaient des deux champs de bataille, tous racontant des variantes de la même histoire impossible, il devint clair que quelque chose de fondamentalement nouveau était entré dans le monde de la guerre européenne. Les Mongols n'étaient pas simplement une autre armée barbare pouvant être vaincue par un courage supérieur ou des tactiques conventionnelles améliorées. Ils représentaient une évolution dans l'art de la guerre, rendant obsolètes toutes les traditions militaires ayant dominé l'Europe pendant des siècles. Cette réalisation apporta un effroi transcendant les préoccupations politiques ou militaires normales, touchant les bases mêmes de la cosmologie chrétienne médiévale. Pour des populations enseignées que la supériorité militaire européenne était une manifestation de la faveur divine, la facilité avec laquelle les Mongols avaient détruit les armées les plus puissantes de la chrétienté soulevait des questions théologiques profondes. Si Dieu favorisait les chrétiens, comment des païens pouvaient-ils remporter des victoires si complètes ? Si la cavalerie européenne représentait l'apogée de l'art militaire, comment des forces plus petites de barbares montés pouvaient-elles l'anéantir si facilement ? Ces questions n'avaient pas de réponse facile dans le cadre intellectuel de l'Europe médiévale, menant à des interprétations apocalyptiques voyant les Mongols non comme des ennemis humains, mais comme des instruments du jugement divin. La désignation des Mongols comme flagellum Dei ou le fléau de Dieu émergea naturellement de cette crise théologique. Si les forces chrétiennes ne pouvaient vaincre les Mongols par des méthodes militaires conventionnelles, leur victoire devait être impossible par des moyens purement humains. Les Mongols devaient être un châtiment envoyé par Dieu pour punir la chrétienté de ses péchés. Une interprétation expliquant à la fois leur supériorité militaire et offrant l'espoir que leur menace pourrait être neutralisée par la réforme morale et la pénitence religieuse plutôt que par la résistance militaire. Cette interprétation théologique, bien qu'offrant un réconfort psychologique, eut des conséquences pratiques désastreuses pour la défense européenne. Au lieu de concentrer leurs efforts sur l'analyse des tactiques mongoles et le développement de contre-stratégies efficaces, de nombreux dirigeants européens se tournèrent vers des préparatifs spirituels, voyant la fin des temps. Des ressources destinées à des fortifications militaires furent détournées vers la construction d'églises et de monastères. Le temps qui aurait pu être consacré à l'entraînement de nouvelles tactiques fut dédié à la prière et aux processions pénitentielles. Subutai, grâce à son système de renseignement, était parfaitement conscient de ces réactions européennes et les intégra à ses plans stratégiques. Il comprit que la terreur psychologique était une arme aussi puissante que la supériorité tactique et cultiva délibérément la réputation surnaturelle des Mongols par des actions calculées pour maximiser leur impact sur le moral européen. Les villes se rendant sans résistance étaient traitées avec une relative clémence, tandis que celles résistant étaient détruites si complètement que leurs ruines servaient d'avertissement permanent aux communautés voisines. La marche mongole à travers la Hongrie, après Mohi, fut une démonstration magistrale de guerre psychologique appliquée à l'échelle stratégique. Plutôt que d'avancer rapidement vers les prochains objectifs militaires, Subutai ralentit délibérément le rythme pour permettre aux nouvelles de son approche de précéder ses forces de plusieurs semaines. Cette anticipation prolongée amplifiait la terreur que sa réputation avait déjà créée, poussant de nombreuses villes à se rendre avant même qu'une force mongole apparaisse à l'horizon.
Les tactiques de terreur employées durant cette phase de la campagne furent soigneusement calibrées pour maximiser leur impact psychologique tout en minimisant le coût militaire pour les Mongols. De petites forces de cavalerie étaient envoyées attaquer des villages et monastères isolés, non tant pour causer des dommages militaires significatifs, mais pour créer des flux de réfugiés répandant des récits d'atrocités mongoles à travers des territoires non encore conquis. Ces réfugiés servaient d'armes psychologiques, sapant la capacité de résistance des communautés vers lesquelles ils fuyaient. Les villes tentant de résister découvrirent que les Mongols avaient développé des techniques de siège aussi efficaces que leurs tactiques de combat ouvert. Des machines de guerre intégrant des connaissances d'ingénierie chinoise, perse et arabe pouvaient briser des fortifications ayant résisté à des sièges pendant des siècles. Les techniques de siège incluaient non seulement l'attaque directe, mais aussi la guerre biologique, le sabotage psychologique et l'exploitation des divisions internes, garantissant que même les villes les plus fortement défendues tomberaient en quelques semaines, pas en mois ou années. L'efficacité avec laquelle ville après ville tombait aux forces mongoles créa un effet domino, s'étendant bien au-delà des zones sous attaque directe. Des villes n'ayant pas encore été attaquées commencèrent à se rendre préventivement, espérant qu'une soumission anticipée pourrait les sauver de la destruction. Cette réaction en chaîne signifiait que de vastes territoires étaient effectivement conquis sans combat, simplement par la réputation d'invincibilité que les Mongols avaient soigneusement cultivée. La marche à travers l'Autriche démontra comment une réputation de terreur absolue pouvait remplacer la force militaire directe comme outil de conquête. Vienne, l'une des villes les plus fortifiées d'Europe centrale, entama des négociations de reddition alors que les forces mongoles étaient encore à des centaines de kilomètres. Le fait que les défenseurs n'aient même pas tenté de résister contre une force qu'ils n'avaient jamais vue démontrait à quel point la guerre psychologique mongole avait brisé la volonté européenne de combattre. Pour les observateurs contemporains, les Mongols semblaient posséder des pouvoirs transcendant les limitations humaines normales. Ils apparaissaient simultanément à des centaines de kilomètres de distance, connaissaient des détails sur les défenses européennes semblant impossibles à obtenir et exécutaient des opérations militaires avec une coordination semblant exiger une communication surnaturelle. Cette perception de pouvoir surhumain était soigneusement cultivée par les Mongols par des actions délibérément dramatiques et inexplicables, renforçant leur réputation mystique. La réalité, bien sûr, était que les Mongols opéraient selon des principes de guerre des siècles en avance sur tout ce qui existait en Europe. Leur apparente omniprésence résultait de systèmes de communication supérieurs et de l'usage tactique de plusieurs forces plus petites. Leur connaissance des défenses européennes venait de réseaux d'espionnage étendus établis des années avant l'invasion. Leur coordination opérationnelle résultait d'un entraînement intensif et d'une discipline sans équivalent dans les armées européennes. Mais pour les populations européennes n'ayant aucune expérience de ces concepts militaires avancés, les capacités mongoles semblaient véritablement surnaturelles. Cette perception transforma ce qui aurait dû être une question militaire en une crise spirituelle paralysant la capacité européenne de résistance. Quand l'ennemi est perçu comme un instrument direct de la volonté divine, la résistance militaire semble non seulement inutile, mais positivement pécheresse. À la fin de 1241, Subutai avait accompli quelque chose qu'aucun commandant de l'histoire n'avait jamais réalisé, la conquête effective d'un continent entier par une combinaison de supériorité militaire et de domination psychologique. L'Europe était prostrée devant la puissance mongole, non seulement militairement vaincue, mais spirituellement brisée, incapable de concevoir toute forme de résistance efficace. La voie était entièrement ouverte pour la conquête complète de l'Europe occidentale et la transformation du monde médiéval de façon ayant des effets pendant des siècles. L'hiver de 1241, alors que Subutai positionnait ses forces pour la phase finale de la conquête européenne, un événement complètement inattendu à des milliers de kilomètres de là changea le cours de l'histoire mondiale d'une manière que même le plus grand stratège de l'époque n'aurait pu anticiper.
Ögedei Khan, le grand Khan de l'Empire mongol, mourut soudainement à Karakorum, la capitale mongole, apparemment de causes naturelles que les chroniqueurs de l'époque attribuèrent à des excès d'alcool. Cette mort, survenant au moment où l'Europe était totalement à la merci des armées mongoles, représentait l'une des plus grandes ironies de l'histoire. Un empire ayant conquis de vastes territoires par une planification militaire méticuleuse serait empêché de compléter sa plus grande conquête par un événement que toute quantité de préparation stratégique n'aurait pu prévoir. La nouvelle de la mort de Ögedei parvint à Subutai par le même système de communication à longue distance ayant rendu possible la coordination de la campagne européenne. Des messagers mongols, voyageant via un réseau de postes de relais s'étendant de l'Europe au cœur de la Mongolie, apportèrent non seulement la confirmation de la mort du Khan, mais aussi des ordres formels exigeant que tous les commandants mongols retournent immédiatement pour participer à l'élection d'un nouveau grand Khan. Ces ordres n'étaient pas des suggestions ou des demandes pouvant être ignorées ou reportées, c'étaient des commandements directs portant toute l'autorité de la tradition mongole, dont le non-respect serait considéré comme une trahison contre l'Empire. Subutai fit face à un dilemme testant même sa légendaire capacité de pensée stratégique. D'un côté, il avait investi des années de planification et des ressources considérables dans la conquête de l'Europe, et était littéralement à quelques semaines de compléter ce qui aurait été la plus grande conquête militaire de l'histoire. Ses forces étaient parfaitement positionnées, la résistance européenne avait complètement cédé, et les principales villes d'Europe occidentale se préparaient à se rendre sans combattre. Une opportunité militaire aussi complète ne s'était jamais présentée, et il était douteux qu'une telle occasion se reproduise. De l'autre côté, cependant, il était fondamentalement un soldat mongol dont la loyauté envers l'Empire transcendait toute ambition personnelle. La tradition mongole exigeait que tous les princes et commandants participent à l'élection du nouveau Khan, tradition établie par Gengis Khan lui-même comme garantie contre la fragmentation de l'Empire. Ignorer cette obligation risquait non seulement sa propre position, mais pouvait affaiblir l'Empire au moment où l'unité était essentielle pour maintenir le contrôle sur les territoires déjà conquis. La décision d'obéir aux ordres de retour, prise après seulement quelques jours de délibération, démontra à la fois la discipline personnelle de Subutai et sa profonde compréhension des priorités stratégiques à long terme. Il reconnut que l'Empire mongol était plus grand que toute conquête individuelle et que préserver l'unité impériale était plus important que d'achever même la plus grande campagne militaire de l'histoire. Cette décision exigeait un type de discipline et de sacrifice personnel que peu de commandants dans l'histoire auraient pu accomplir. Le retrait mongol d'Europe fut exécuté avec la même efficacité et organisation qui avait caractérisé leur invasion. En quelques semaines, des armées qui semblaient omniprésentes à travers tout le continent disparurent simplement, se retirant par les mêmes routes qu'elles avaient utilisées à l'approche. La rapidité du retrait fut aussi surprenante que l'avait été celle de leur victoire, laissant les populations européennes initialement incertaines si cela représentait un véritable retrait ou une nouvelle forme de tactique de tromperie. Les forces mongoles quittant l'Europe emportaient non seulement les butins de leur conquête, mais aussi une connaissance détaillée des capacités militaires européennes, des ressources économiques et des structures politiques pouvant être précieuses pour de futures campagnes. Subutai avait utilisé l'invasion non seulement comme une opération de conquête, mais comme une mission de reconnaissance à grande échelle fournissant un renseignement crucial si les Mongols décidaient de revenir. Chaque ville prise, chaque bataille livrée, chaque route cartographiée avait contribué à une base de données stratégiques faisant de l'Europe un livre ouvert pour les commandants mongols. La participation de Subutai à l'élection du nouveau grand Khan démontra que sa réputation militaire avait transcendé ses conquêtes spécifiques, l'établissant comme l'une des voix les plus respectées du leadership mongol. Pendant les délibérations à Karakorum,
Ses conseils sur les questions de stratégie impériale furent sollicités non seulement par les candidats au trône, mais par tous les principaux dirigeants mongols, reconnaissant son expertise unique en opérations militaires à grande échelle. Son analyse de la situation stratégique mondiale aida à façonner les politiques que le nouveau Khan adopterait. Güyük Khan, finalement élu successeur de Gëdëy, consulta largement Subutai sur les possibilités de reprendre la conquête européenne. Les discussions entre les deux révélèrent à la fois les opportunités et les défis d'une nouvelle invasion. D'un côté, les connaissances acquises lors de la première invasion rendraient une seconde campagne plus efficace et potentiellement encore plus dévastatrice. De l'autre, les Européens avaient appris les capacités mongoles et auraient pu développer des contre-stratégies rendant la conquête plus difficile. Subutai argumenta qu'une fenêtre d'opportunité unique s'était refermée avec le retrait de 1242. L'avantage psychologique absolu que les Mongols avaient possédé, un tel niveau de terreur paralysant la résistance avant même les batailles, avait été dissipé par le fait qu'ils s'étaient retirés. Les populations européennes, qui s'étaient crues complètement impuissantes, savaient désormais que les Mongols pouvaient être arrêtés, même par des circonstances fortuites. Ce changement de perception signifiait qu'une seconde invasion ferait face à une résistance plus déterminée et coordonnée. Plus significativement, Subutai observa que l'empire mongol lui-même traversait des changements rendant de futures expansions occidentales plus difficiles. Les vastes distances entre l'Europe et le cœur mongol signifiaient que toute armée européenne opérerait au bout de lignes d'approvisionnement extrêmement longues et vulnérables. À mesure que l'Empire mûrissait et devenait plus sédentaire, maintenir de grandes forces militaires si loin de la base deviendrait progressivement plus difficile et coûteux. Les analyses stratégiques de Subutai considéraient également les développements en Europe pouvant affecter de futures campagnes. Les rapports de ces agents indiquaient que certains dirigeants européens commençaient à étudier les tactiques mongoles et à développer des adaptations pouvant neutraliser certaines des avantages traditionnels mongols. Bien que ces adaptations fussent encore primitives et limitées, elles représentaient le début d'une évolution militaire européenne pouvant un jour produire des adversaires plus redoutables. Durant ces dernières années à Karakorum, Subutai consacra beaucoup de temps à la codification des leçons apprises lors de la campagne européenne. Il rédigea des manuels tactiques documentant non seulement les stratégies efficaces, mais aussi des analyses détaillées des faiblesses européennes exploitées et la manière d'aborder différents types d'ennemis. Ces documents devinrent des textes fondamentaux pour la formation des futures générations de commandants mongols. Le legs le plus important de Subutai, cependant, ne se trouva pas dans les manuels militaires, mais dans la démonstration pratique que la supériorité tactique et stratégique pouvait vaincre des désavantages numériques massifs. Son invasion de l'Europe avait prouvé qu'une armée plus petite, mieux organisée et plus intelligemment commandée pouvait vaincre des forces bien plus grandes opérant selon des principes militaires obsolètes. Cette leçon transcenda son contexte historique spécifique et influença des penseurs militaires pendant des siècles. La conquête inachevée de l'Europe établit également Subutai comme un symbole d'excellence militaire, inspirant des générations ultérieures de commandants mongols et d'autres cultures. Ces tactiques furent étudiées non seulement dans l'Empire mongol, mais éventuellement par des stratèges européens reconnaissant la nécessité de comprendre les méthodes qui s'étaient révélées si efficaces contre leur propre tradition militaire. Paradoxalement, l'invasion qui faillit conquérir l'Europe contribua aussi à la modernisation militaire européenne. En Europe, le souvenir de l'invasion mongole resta vivace bien après le retrait de Subutai, servant de rappel constant de la vulnérabilité européenne et de la nécessité de réformes militaires. Les batailles de Lenica et Mohi devinrent des études de cas dans les écoles militaires, non comme exemple de bravoure européenne, mais comme démonstration de l'importance de l'adaptation tactique et des dangers de la complaisance résultant de succès militaires passés. La réputation de Subutai comme le plus grand général de l'histoire
ne reposait pas seulement sur ses victoires, mais sur l'échelle et l'ambition de ses campagnes. Il avait commandé des opérations militaires s'étendant à travers des continents entiers, coordonné des armées opérant à des milliers de kilomètres de distance, et développé des stratégies tenant compte non seulement des besoins militaires tactiques, mais des implications politiques, économiques et psychologiques à long terme. Sa pensée opérait à des échelles que peu de commandants militaires avant ou après purent égaler. Lorsque Subutai mourut en 1248, il laissa un legs transcendant ses conquêtes militaires spécifiques. Il avait démontré que l'art de la guerre pouvait être élevé à un niveau de sophistication rivalisant avec toute autre forme d'entreprise intellectuelle humaine. Ces campagnes représentaient non seulement des victoires tactiques, mais des révolutions conceptuelles, élargissant la compréhension humaine de ce qui était possible par l'organisation, la planification et une exécution disciplinée. Le fait qu'il soit arrivé si près de conquérir toute l'Europe avec des ressources limitées montre ce qui aurait pu être accompli si les circonstances politiques n'avaient pas interrompu sa campagne. L'histoire de l'Europe et en effet de la civilisation occidentale aurait pu être fondamentalement différente si un événement fortuit ne s'était pas produit au moment précis où Subutai s'apprêtait à achever la plus grande conquête militaire jamais tentée. Son legs définitif réside dans la compréhension que l'excellence militaire ne résulte pas simplement du courage individuel ou de la supériorité technologique, mais de la pensée systématique appliquée aux défis de la guerre. Subutai démontra qu'un commandant véritablement maîtrisant les principes de la stratégie, de la tactique, de la logistique et de la psychologie humaine pouvait remporter des victoires semblant impossibles à ceux opérant selon des paradigmes plus limités. Cette leçon reste pertinente, non seulement pour les étudiants d'histoire militaire, mais pour toute personne intéressée par les possibilités de l'organisation et du leadership humain face à des défis complexes. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et laissez un commentaire. C'est la chaîne des Impéradors. À la prochaine.